ça saute une génération. Oui, il paraît, oui. Vous pensez pas qu'ils s'y intéresseront pas spécialement? Les enfants? Oui. Je sais pas. La voyance? Ils disent ça, ils emploient, parce que c'est un mot qu'on emploie, ça ne vous gêne pas qu'on emploie ce mot, voyance? C'est un mot un petit peu... c'est le... Comment l'histoire de Prévert, là, où on met tout et n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mm. Oui, les cadavres exquis, oui, les successions. Ah oui, c'est ça, on a l'impression que il y a une promiscuité. C'est-à-dire qu'on on met des gens très différents sous le même vocable. Oui. C'est vrai que ça s'appelle, le placé, c'est le guide de la voyance. Oui. L'autre qui est sorti, c'est le guide des astrologues et des voyants. C'est vrai que vous savez que les astrologues ont une sorte de réticence terrible à être qualifiés de voyants. Oui. Oui. Et pourtant, on les trouve dans les réseaux de voyants, dans les guides de la voyance. Oui. C'est vrai que nous, notre télévision astrologique, au moins, elle a cet avantage, c'est que, bon, c'est surtout quand même des astrologues. Hein, c'est pas... Même dans l'avenir des téléphones, on ne sait jamais qui est qui. Oui. Il y a des gens dans l'avenir astrologie, numérologie, on trouve des voyants. Oui. Il faut toujours demander, mais vous faites quoi? On ne sait jamais exactement. Et ça, d'un autre côté, il y a des astrologues qui en ont pris leur parti, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne sont pas dans le réseau voyant, eh ben, on n'ira pas les voir. Oui, oui, c'est vrai. Donc ils sont bloqués, ils sont obligés, ils sont coincés. Et vous-même, vous avez déjà été consulté des astrologues ou des voyants Oui. Ou des médiums? Oui, on avait un ami astrologue, il a déménagé, il habitait à Sceaux. Il nous avait fait nos thèmes. Alors vous-même, ça vous a servi le tarot dans votre vie personnelle? Celui que je fais moi-même, vous voulez dire, si je m'en fais, moi? Oui, si ça vous sert, enfin, oui, ça vous... Peut-être que vous êtes... J'en fais très peu pour moi-même. Oui, c'est l'impression, oui. Oui. C'est une question de quoi? C'est la prudence? C'est parce que ça vous plaît? C'est parce que peut-être j'ai pas envie de tout savoir. J'ai un peu peur peut-être de découvrir des réponses qui ne me conviendraient pas. Et puis quelquefois pour soi-même, justement, si la réponse ne nous convient pas, on a tendance à réinterroger ou l'arranger un peu. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous seriez intéressé par l'astrologie? Est-ce que pas pour l'apprendre, mais pour aller voir un astrologue? Oui, j'ai été intéressée, oui, effectivement. Oui, non, mais c'est très très passionnant l'astrologie à consulter. Ah oui. Mais oui, enfin, il y a toujours... Vous savez, la différence entre... En astrologie, il y a de plus grandes différences entre les astrologues qu'entre les tarologues. Oui, certainement. Même si les tarologues parfois utilisent des jeux différents, mais enfin, globalement, bon, on ne perçoit pas énormément de différences. Moi, je vais interroger là, dans les prochains jours des gens qui font du tarot et qui n'ont pas du tout la même démarche apparemment. Mais enfin, globalement, en astrologie, il y a parfois des différences énormes. Sur les bases, sur l'utilisation. Enfin, parce que le principe du tarot, en fin de compte, c'est on répond à toutes ces questions. En gros. Presque tout, oui. Alors que c'est justement une question qu'on peut vraiment se poser en astrologie. En astrologie, à quelle question l'astrologie peut-elle répondre? Oui. C'est une question déontologique qu'on met en avant, parce qu'on dit l'astrologie a ses limites. À un moment donné, on n'est plus dans l'astrologie, on est dans la divination. Oui. Quand on va trop dans les détails, etc., on n'est plus dans l'astrologie. Parce que dans le tarot, à la limite, c'est vraiment universel. Il y a des gens qui parlent de l'astrologie comme s'ils parlaient du tarot. Ils disent, par exemple, c'est le miroir des choses. Il arrive des autres fois qu'on fait un truc d'astrologie, alors qu'en fin de compte, il faudrait mieux faire du tarot. Mais ce qui me paraît très étrange, effectivement, c'est l'utilisation d'un savoir dont on ne connaît pas très bien pourquoi les cartes sont dans cet ordre-là, d'où ça sort, pourquoi est-ce que le chariot est là, pourquoi est-ce qu'il y a un chariot, on a l'impression qu'on pourrait en rajouter 20, 30 images supplémentaires. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un des historiens des tarots qui disent que ce qu'on connaît du tarot, c'est extrait d'un ensemble plus large. C'est-à-dire que
c'est un livre qui aurait plus de cartes que ça. Alors, vous vous intéressez aussi à la Kabbale, je ne sais pas, le nombre 22 par exemple, je ne sais pas, ça fait rapport au nombre de... Est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle le nombre 22 est important? C'est vrai, je sais qu'il y a un grand rapport avec la Kabbale quand on va chercher assez loin, mais la numérologie aussi a un grand rapport avec la Kabbale. Oui, à un certain aspect de la Kabbale, c'est effectivement d'abord les lettres qui sont traduites. Il y a un code. L'autre jour, j'étais chez un numérologue, justement, qui est d'ailleurs sur Internet, sur notre télévision, il s'appelle M. Halimi. Et alors, Attali plutôt. Et alors, il m'a beaucoup parlé du nombre 8. Alors, il me disait qu'il était important, par exemple, dans le nom d'une personne, qu'il y avait certaines lettres qui valent le 8. Alors, il y en a 3, il y a les H, le Q et le Z. C'est-à-dire toutes les 8 lettres, en fait. Toutes les 8 lettres, il y a... Alors, est-ce que par exemple pour vous, parce qu'actuellement je m'intéresse beaucoup au nombre 8, est-ce que pour vous le 8 c'est important? Ça veut dire quoi le 8 pour vous? Est-ce qu'il y a une question ça revient? Est-ce que c'est important pour vous que vous sachiez ce que veut dire le 8? Parce que vous n'êtes pas vraiment confronté à des chiffres dans le tarot. Le 8 a plusieurs significations parce que il a la forme de l'absolu. Eh bien oui, l'infini. De l'infini. Mais d'ailleurs, il y a des chapeaux, vous voyez, par exemple. Le battleur, c'est un 8. Le battleur a un chapeau en 8. Eh oui. Par contre, la carte 8, c'est la justice. Donc c'est une carte quand même qui n'a pas que des bons aspects, finalement. Ah oui, parce que pour vous, la carte 8, la balance, tout ça, la justice, c'est pas forcément... Non, elle a des bons aspects, mais elle n'a pas que des bons aspects. Parce qu'il y a une certaine raideur. Ah oui. Ah oui, il y aura l'ex, c'est l'ex. Donc c'est difficile de se bloquer sur un chiffre et de dire qu'il est bon ou pas bon ou bénéfique. C'est pour moi, tout est tellement fluctuant. Ben, par exemple, lui, il disait, ce monsieur Halimi, il disait qu'il valait mieux mettre ces 3 lettres, de les ajouter ou les trouver dans son nom. Alors lui, il avait ajouté un H. Parce que lui, il s'appelait Eli Attali, il n'y avait pas d'H. Oui. Alors il a mis un H pour amener l'élément. Tout à l'heure, ça revient un peu à l'action tout à l'heure, je disais comment peut-on se renforcer. Ben, on peut se renforcer quand parmi il y a une carence dans un nom. Il faut rajouter une lettre qui donne plus de force au nom. Prendre un prénom qui est plus fort, par exemple. C'est son point de vue. D'ailleurs, chez les juifs, c'est traditionnellement, beaucoup de femmes juives notamment changent de prénom quand elles reviennent à la religion, quand elles se replongent dans cette direction. Le prénom modifie un petit peu le destin. Et donc, d'après ce monsieur Attali, qu'est-ce que ça apportait d'avoir un... Eh bien, une valeur 8, ça permettrait d'aboutir davantage dans la vie, de faire des choses qui se concrétisent, etc. Donc il disait à cette jeune femme, parce que j'ai filmé même carrément une consultation en fait. D'ailleurs, on peut le faire si ça vous intéresse un jour, vous filmiez parce que c'est plus parlant. Ben, il disait oui, le nom de la personne, parce qu'on parlait de Kabbale, le nom de la personne, il voyait des choses qui manquaient. Il voyait des lettres qui n'étaient pas là. Parce que si vous voulez, ça aussi, c'est ce qui caractérise l'astrologie aussi. On peut dire, tiens, il y a des valeurs qui manquent dans le thème. Il manque du feu, il manque de la terre. En numérologie aussi. Mais dans le tarot, bon, on peut dire, vous avez sorti ça, vous pourriez dire, il vous manque quelque chose. Oui. Dans votre tirage, il manque quelque chose. Mais je ne sais pas si vous iriez jusque-là. Quelquefois, il y a des... Et effectivement, et on peut recouvrir les jeux. Ah oui. Alors après, attention à ne pas tomber dans le piège, comme j'ai vu faire quelquefois, de recouvrir plusieurs fois jusqu'à ce qu'on obtienne la réponse qu'on souhaite. C'est acharnement, oui. Voilà. Ouais, ça, c'est le grand danger. Oui, ça c'est... C'est l'avantage de l'astrologie, c'est qu'à moins effectivement de faire ce genre de tirage, on a une structure qui est là, elle est là, il faut la comprendre, mais on ne peut pas la réinterroger. Oui. Bien qu'il y ait des dérives de ce genre, mais enfin, normalement, c'est pas fait pour être réinterrogé.
c'est-à-dire ça peut être réinterprété de certaine manière, comme vous disiez, effectivement. Alors vous disiez que parfois vous pouviez faire un tirage à 12 cartes, c'est ça? Oui. Alors là, carrément, vous jouez la carte de l'astrologie, là. Vous Le mettez par exemple la tirage à maison 12 3, la cartes, maison... c'est notamment la grande roue du tarot. Oui, mais c'est les significations des 12 secteurs, c'est plus ou moins ceux de l'astrologie. Oui. Enfin, c'est peut-être pas les mêmes, si? Il y a peut-être des différences? Non? Ben, je connais pas l'astrologie. Par exemple, la maison 3, le secteur 3, c'est quoi? Alors, la grande roue du tarot. Donc la maison 3, la carte 3, oui. en fait. Oui, enfin la troisième carte. La troisième carte, ça va être la personnalité d'une personne proche, notamment. Et puis aussi les petits déplacements, voilà, des choses comme ça. Est-ce que c'est pas trop vous demander de nous décrire très rapidement les 12 cartes, les 12 maisons? Parce que ce qui ça nous intéresse, c'est que les astros ne disent pas tout à fait la même chose, mais en même temps ça se recoupe. C'est un petit peu trop me demander, parce que là, étant donné que chacune a beaucoup de significations... Non mais là, par exemple, en 2 ou 3 termes, vous avez dit à la maison 3. Non, les 12... Alors, prenons par exemple la maison 6, ça veut dire quoi la maison 6? Alors... parce que moi je le fais sur ma lancée, donc c'est pas évident. Ah oui, c'est ça, c'est tellement... oui, c'est ça. Ça peut être la personnalité du premier enfant. Enfin, mais il y a beaucoup de significations. Mais où est-ce qu'on peut lire, où est-ce qu'on peut trouver les textes sur ce sujet? Si vous achetez des bouquins, vous allez le trouver. Ah bon? Vous connaissez un bouquin où on parle des significations des maisons? J'ai pas eu besoin de ça, puisque j'ai appris en cours et en atelier. Ah oui, c'est ça, c'était un enseignement oral. Moi, par contre, je l'apprends à mes élèves aussi, tout ça. Donc, elle le note, oui. Donc ça, vous l'avez quand même... Oui. Mais je le fais dans un contexte où je suis lancée. Ah oui, d'accord. Je vais aller vérifier parce que ça m'intéresse. Oui, vous voulez que je vous donne des cours? Prendre des cours? Écoutez, pourquoi pas, effectivement. En tout cas, sur les 12 maisons, j'aimerais bien en savoir plus. Ce qui serait idéal, c'est qu'on fasse un deuxième rendez-vous où vous exposeriez les 12 maisons, si vous avez le temps de vous préparer, puisque vous êtes dossier. À ce moment-là, ça intéresserait beaucoup les astrologues. Oui. On pourrait peut-être fixer, puisqu'on est voisins. Oui. Vous pourriez nous faire un petit cours sur le grand jeu. Parce que ça serait très instructif, et moi-même, j'ai beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Parce que quand vous dites la maison 3, effectivement, les petits voyages, on trouve ça en astrologie, c'est vrai. Mais on trouve aussi les frères et sœurs, par exemple, maison 3. Alors, on pourrait comparer les deux systèmes, voyez-vous. Moi, je vous dirais, tiens, là-dessus, en astrologie, on dit plutôt ça, on dit plutôt ça. Et peut-être que, on ne sait pas très bien, mais peut-être que, alors, il faudrait étudier comment on en est arrivé à dire ce qu'on dit sur les 12 maisons en tarot. D'où ça sort. Peut-être qu'il y a une tradition ancienne qui peut-être vient compléter celle de l'astrologie. Qui sait? Je ne sais pas. Mais, donc, effectivement, pour le grand jeu, donc, vous prenez les cartes au hasard, c'est ça? Vous tirez les 12 cartes. Enfin, c'est la personne qui est en face de moi. Oui, c'est ça. Et elle les met dans un certain ordre. La première, c'est la maison 1. Moi, je les prends et après, je les place moi-même. Oui, c'est ça, mais d'après un ordre rigoureux. L'ordre dans lequel elle me les a donnés. Vous n'avez pas vous-même décidé. Ah non, pas du tout. Non, c'est important. Vous pourriez vous-même avoir envie de le mettre. Et non, parce que, par exemple, là, ne serait-ce qu'un petit jeu comme ça, à 4 cartes, chaque carte a une signification, donc dans l'ordre où la personne les a tirées, c'est cette carte-là qui est la troisième, qui a la signification de la troisième. Donc la même carte en maison 5 n'a pas la signification qu'en maison 8, par exemple. Oui, oui. De même qu'en astrologie, une planète Saturne ou Jupiter n'aura pas la signification en maison 2 et en maison 9. Donc là, quand même, alors là, on voit quand même des parentés avec l'astrologie, Patricia Roffet. Vous savez que votre nom signifie en hébreu médecin. Ah oui, c'est rapproché de Raphaël. Roffet, on m'avait dit le roi, non? C'est notre racine. Mais Raphaël, c'est l'ange de la guérison. Et donc votre nom ressemble un peu à Raphaël. Ça veut dire carrément, c'est la racine hébraïque qui veut dire guérir.
ça comme ça, ben, c'est pas votre nom d'origine. Non, c'est le nom de mais mon votre mari nom et mes d'origine enfants. est assez particulier aussi. Hein. En Bretagne, il est assez répandu. Ça veut dire quoi? Vous parlez un peu le breton vous-même? Enfin, non, mais on m'a dit le meur, ça signifie le grand. Ah oui, d'accord. Donc ça viendrait de Vous connaissez, quelqu'un qui était grand. oui. Vous voulez, comme je vous disais tout à l'heure au début de notre entretien, j'ai un vieil ami astrologue que je connais depuis 40 ans et qui s'appelle Le Meur Raymond. et qui habite rue Oberkampf, dans le 11e. Peut-être que vous êtes cousin? Oui, peut-être. Vous savez d'où il est, non? Non, mais je pourrais vous donner son téléphone. Oui, je suis Madame Roffet, Le Meur. Parce que moi, mon père, donc, puisque c'est mon père Ben oui. qui m'a donné son nom, est de Brest. Et ils étaient très nombreux dans la famille, ils étaient 9. 8 garçons et une fille. Oui, ben c'est donc possible. Oui. Enfin, lui, je ne sais pas s'il a jamais été... Enfin, si, il a beaucoup travaillé. Je crois que maintenant, il est très âgé, il a plus de 80 ans. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu quand j'avais une vingtaine d'années. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce que vous pensez justement de ces guides qui donnent des notes, des étoiles aux praticiens? C'est une bonne chose, vous trouvez, ça peut être une plutôt bonne chose. Maintenant, si eux-mêmes, comme je vous ai donné l'exemple, ne savent plus qui a dit quoi, là, ça peut être un petit peu embêtant pour noter. Ben oui, c'est comme un professeur qui s'embrouillerait les copies. Oui. Mais c'est vrai que je me mets à la place de quelqu'un qui a fait... Moi, même déjà, je trouve que c'est très éprouvant. Imaginez quelqu'un qui va aller voir 50, 100 professionnels qui vont chaque fois lui parler de lui. C'est un choix. Non, mais je veux dire, c'est une épreuve quand même. Hein. Ça n'avait pas l'air d'être une épreuve. Elle était vraiment excellente cliente, intéressée. Elle avait des questions à poser, sympathique. Oui, mais quand on imagine qu'elle s'était posée peut-être la 60e ou la 80e personne qu'elle allait consulter. Alors à ce moment-là, c'est pas bon non plus parce que bon, on a une vie quand même, donc on a toujours les mêmes questions à poser. Donc les poser 100 fois en un laps de temps restreint, c'est pas bon du tout. C'est forcément ce qui s'est passé. Ouais. Parce que toutes ces personnes dont elle parle, elle les a rencontrées. Oui. Alors, vous imaginez il faut vraiment, je ne sais pas, c'est quand même extraordinaire. Il y en avait d'autres qui avaient fait l'expérience. Il y avait Elisabeth Alexandre et Agnès Maton qui avaient fait le guide des voyants astrologues, avec le même principe, les étoiles, etc. Mais oui, vous avez raison, c'est quand même une façon de... C'est un guide, une sorte de guide Michelin, du coup, de la voyance. Mais alors les jugements qui sont portés... Moi-même, j'ai dirigé des guides aussi, j'ai fait un guide de la vie astrologique. Je ne donnais pas des informations sur la valeur de la personne en tant que praticienne. Mais je disais plutôt, alors ça va peut-être vous amuser, je disais plutôt quel était ce qu'elle avait fait dans le milieu astrologique. Si elle avait fait des conférences, si elle avait publié des livres, si elle avait été responsable d'une association, ou des choses comme ça qui correspondent à la vie sociale. Alors que dans le milieu des tarots, on va plutôt dire, voilà, cette personne-là, elle est... Alors, est-ce que les gens, ils connaissent la valeur, c'est comme des chirurgiens, est-ce que dans le milieu que vous fréquentez, que celui des tarologues, est-ce qu'on dit, ah, celui-là, il est très fort, est-ce que la réputation professionnelle de quelqu'un... dans le milieu des tarologues, non. Parce que, évidemment, la réputation professionnelle, en ce qui concerne le client lambda, si on voit beaucoup la tête de quelqu'un à la télé, dans les médias, il va être très bon. Voilà. Ah oui, c'est la médiatisation qui est proportionnelle à la qualité de la... Et dans le milieu des tarologues, on sait très bien que ça ne tient pas à ça. Donc, comme on ne les connaît pas tous, on n'a pas tellement de critères... Oui, c'est pas comme un chirurgien, on pourrait dire, bah, celui-là, il a fait une opération qui s'est très bien passée, extraordinaire. Là, on ne sait pas très bien. En fait, non, c'est pas qu'on ne sait pas. Un client qui consulte beaucoup de voyants, on va dire voyants, pour les englober un petit peu tous,
il va savoir lesquels lui ont le mieux répondu, Oui. etc., etc. Mais il le garde pour lui. Non, pas du tout, mais je veux dire, vous m'avez posé la question dans le milieu des tarologues. Ben, nous, on ne les connaît pas tous. Donc, on n'est pas apte à émettre un jugement. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai récupéré quelquefois des clients qui venaient d'avoir vu, enfin, qui avaient consulté des voyants dont justement on voit tout le temps la photo partout, dans les médias, dans les pages People, à la télé. Et quelquefois, je récupérais des personnes qui étaient complètement cassées, effrayées, dégoûtées, parce qu'elles avaient payé une somme énorme et que ça s'était pas bien passé du tout. Et pourquoi est-ce qu'on serait amené à payer une somme énorme? Ben, justement, c'est la loi de l'offre et de la demande, je suppose. Vous avez entendu parler de l'INAD, de l'Institut National des Arts Divinatoires. Oui. Ils essayent aussi de mettre un peu d'ordre dans tout ça, je ne sais pas ce que vous en pensez. Effectivement, il y a des abus, des gens, on leur annonce des trucs qui sont terribles, et puis on leur dit pour éviter ça, il faut payer. Ah, oui. Oui, effectivement. Mais oui, cette capacité. Alors, est-ce qu'il y a des jours où on n'est pas en forme, par exemple? Il y a des jours où je vois rien. Moi, non, bien sûr, hein, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où j'ai la pêche et des jours où je ne suis pas en forme. Mais une fois que je suis dans les jeux, ça se passe bien. Je suis vraiment en relation, en vibration. La seule chose, c'est ce qu'on a dit au début de l'entretien, c'est que il y a certaines personnes qui ne sortent que des réponses un peu floues et contradictoires. Mais sinon, moi, dès que je suis en face de quelqu'un, je fais abstraction de tout le reste et je suis complètement en osmose avec le jeu. Oui. Oui. Mais vous avez essayé d'autres choses que le tarot? Vous avez essayé d'autres... le Yiking, vous connaissez un peu le Yiking? Oui, mais j'ai pas essayé. Non, ce que je fais aussi, c'est le pendule. Mais qui pour compléter le tarot, hein, quand même. Oui. Alors, mais la boule de cristal, ça ne vous inspire pas, par ça? Non. Mais le pendule, vous l'utiliseriez comment, par exemple? Le pendule, c'est surtout oui ou non. Donc, oui. C'est des questions vraiment qui appellent une réponse oui ou non. Et ça c'est plus performant que le tarot à un moment donné? Non. Parce que les cartes ne veulent pas dire oui ou non dans le tarot. Non, un jeu de tarot est plus imagé et le pendule est plus tranché. Le pendule, il ne vous donne pas d'image, il ne vous donne pas d'explication, il ne vous donne pas de conseils, il dit simplement oui, non. Mais il peut servir à autre chose, le pendule. Par exemple, on peut, moi je me sais que à une époque, on peut prendre par exemple une planche anatomique et puis voir quel est l'endroit qui est problématique. Voilà, il y a beaucoup de choses. À ce moment-là, c'est pas oui ou non, il va orienter plus ou moins vers la partie qui est malade. Oui, mais il ne vous donnera pas d'autres indications. Par exemple, on peut mettre par exemple une série d'années, et puis voir à quelle année ça s'arrête. Voilà, mais moi c'est ça que j'appelle aussi un petit peu oui ou non, parce que là, vous voyez, dans le jeu des tarots, c'est pas seulement oui ou non. Il y a des choses, il y a peut-être des conseils, il y a peut-être des attention à cela, il y a peut-être vous allez réussir, mais avant, vous aurez encore du temps à attendre. Vous voyez, c'est beaucoup plus imagé qu'avec le pendule. Oui. C'est le mot que je veux dire, c'est plus imagé. Mais c'est tellement imagé effectivement, c'est imagé, mais en même temps, par exemple, moi je pense, regarde, je vois l'amoureux là, effectivement, moi tout de suite je me dis, c'est une carte qui nous parle effectivement des relations amoureuses de la personne. Alors l'astrologie, alors pourquoi, c'est aussi une autre question, pourquoi est-ce qu'en astrologie on a divisé comme ça la vie en 12 secteurs? 12 maisons pourquoi en astrologie. Pourquoi il y a 12 maisons en astrologie? Non seulement pourquoi il y a 12, mais pourquoi on a mis ceci? Parce qu'il y a 12 mois dans l'année déjà. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a mis ensemble les petits voyages, et puis, je ne sais pas, les proches, et des associations qui ne sont pas forcément évidentes? C'est-à-dire que là, c'est très basique, par exemple, votre interprétation. Oui. Ça s'appelle l'amoureux, on voit Cupidon. Donc on se dit, voilà, ça parle d'amour.
mais on ne voit pas que ça. Ah oui. Vous voyez, finalement. Là, vous avez une vue rapide. Oui, oui. Non, mais vous ne voyez pas que ça, en ben, fait. Donnez-nous quelques autres perspectives. Donc là, vous voyez un jeune homme. Hein, il a l'air plutôt jeune. Oui. Une femme qui serait peut-être d'âge mûr. Oui. Et une jeune femme. C'est vrai. Et qu'est-ce que vous voyez par rapport à ces trois personnages, par exemple, vous qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, mais ben, c'est vrai que on ne peut pas parler d'une scène de mariage parce que d'abord il n'y a pas de prêtre. Donc on a l'impression que c'est entre deux femmes. Mais c'est peut-être une déformation. C'est aussi la question qui se pose. Moi je vois souvent des déformations. Mais sans chercher des complications. Ah ben oui, mais justement. Comme ça, avec tout à fait simplicité, sans chercher des complications, qu'est-ce que ça vous inspire? On va la montrer comme ça rapidement, quoique elle est très connue. Une hésitation, par exemple, je ne sais pas. Voilà. Et donc à partir de là, on peut penser à beaucoup de choses. Ça peut être la mère et la fiancée. Ça peut être quelqu'un d'infidèle qui est tiraillé entre deux femmes. Ça peut être beaucoup de choses. Donc c'est pas si simple, les tarots. Sinon... Non, mais l'origine, parce que c'est la même chose, l'origine peut être simple, et puis après il y a des choses qui se sont amalgamées, qui se sont accrochées. Non, l'origine n'est pas simple du tout, ça a toujours été très symbolique. Et c'est ce qui fait que vous pouvez répondre à une question, justement. Parce que sinon, dès que vous voyez une carte, vous donnez toujours la même réponse. Si c'est l'amour, vous allez tomber amoureux, vous êtes amoureux, et puis vous allez avoir 10 000 clients, vous allez toujours dire la même chose. Voyez ? Non, mais il peut y avoir à un moment une base qui est simple, et puis, comme justement cette base est très simple, on va être amené à la complexifier. Il y a un point de départ, si vous voulez, il y a un point de départ dans un système. Bon, et puis après, ce point de départ lui-même, il est amplifié, il est modifié, il est repensé. Le point de départ, il n'est même pas très simple, c'est pas une réponse le point de départ. Par exemple, justement, l'amoureux, le point de départ, c'est le choix. L'ermite, le point de départ, c'est la clairvoyance. Donc, c'est pas des réponses. Hein. À partir de là, il faut quand même apporter beaucoup d'éléments. Mais comment cette idée du point de départ, parce que c'est dans votre école que là vous avez été formé, que on vous a parlé des points de départ. Bien sûr, j'invente pas, sinon je serais dangereuse pour mes clients. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui invente. Il y a des gens qui réfléchissent, qui repensent les choses. Parfois, comme vous dites vous-même, on ne sait plus d'où viennent les choses, donc il faut qu'il y ait des gens qui apportent des clarifications. Ah ben non, alors si chacun a son interprétation des tarots, aucune tarologue va... Non, mais son interprétation de l'origine, de ce qui est le point de départ. L'origine, on ne le connaît pas. Oui. On ne la connaît pas. Oui. Elle existe, évidemment, mais on ne la connaît pas. Eh ben, on peut peut-être mais depuis la nuit des temps, elle a été remaniée, mais jamais bouleversée. Il faut garder le sens des cartes, sinon c'est de la malhonnêteté. Je ne vais pas décider, tiens, cette carte-là, elle veut dire telle chose, mais moi, ça me plairait mieux qu'elle dise autre chose. C'est de la malhonnêteté, c'est une science au départ. On ne réinvente pas les maths, on ne réinvente pas la physique, on ne réinvente pas non plus la base des tarots. Justement, votre propos me fait penser à la question que j'aime bien poser. Je ne sais pas si c'est un rapport du tout avec votre sujet. C'est la question du masculin et du féminin, des hommes et des femmes. Alors, est-ce que pour vous... ces deux populations
ont la même demande, par exemple, par rapport à votre domaine? Est-ce qu'il y a plus de femmes ou d'hommes, ou est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes? Non, ils ont à peu près les mêmes demandes et les mêmes attentes. Et parmi ceux qui pratiquent, parce que nous, par exemple, il semblerait que, par exemple, si on regarde les astrologues, que les hommes astrologues se posent plus des questions sur l'astrologie que les femmes astrologues, par exemple. Les femmes astrologues, elles vont plutôt dire, bah, écoutez, voilà, on l'a reçu, ça marche, c'est pas la peine de... Voilà. Et vous, par exemple, vos collègues, ce sont des hommes ou des femmes? Il y a des deux? Des femmes. Des femmes. Il n'y a pas tellement d'hommes, en fait. Il y en a, mais beaucoup moins. Oui. À votre avis, ça s'expliquerait comment, ça, cette relative minorité masculine? Vous avez une clé là-dessus? Vous pensez que ça s'explique, que ça tient au féminin? Je pense que les hommes culpabilisent un peu de s'intéresser à ça. Même en tant que professionnel, oui. Oui. Bon, moi, je connais, par exemple, je rencontrais l'autre jour Il y en a, oui, Pascal bien sûr. Clément, je sais pas comment il s'appelle, qui a fait un petit séminaire que j'ai rencontré. Donc il y en a, mais en tout cas, si vous voulez, nous, dans le domaine de l'astrologie, on ne peut pas se permettre de répondre enfin, je veux dire, disons que le milieu astrologique se croit obligé de donner des explications pourquoi on dit ceci ou cela. Pas tous les astrologues, mais enfin, il faut qu'il y en ait qui le fassent. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est votre... D'ailleurs, on dit il y a les grands astrologues. Tout le monde n'est pas au même niveau en astrologie. Il y a ceux qui ont beaucoup réfléchi, beaucoup étudié, beaucoup publié, et puis ceux qui simplement appliquent. Est-ce qu'il y a des grands... Est-ce que si on te dit, est-ce qu'il y a des grands noms du tarot c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que souvent, les grands noms du tarot, à notre époque, c'est surtout ceux qui sont médiatisés. Oui, mais il y a peut-être d'autres façons, il y a peut-être d'autres critères qui ont pu servir. Un bon tarologue est un bon tarologue. Il n'y a pas de mystère. Où on est capable, ou on n'est pas capable. Moi, je pense être une bonne tarologue. Je pense à des amis à moi qui sont des très très bonnes tarologues et qui ne sont pas médiatisés. Comment dire Mais par exemple, il y a des gens qui écrivent sur le tarot, par exemple. Jodorowsky, forcément. Ah ouais, Jodorowsky, oui, bien sûr. Oui. Effectivement, lui, il a probablement apporté quelque chose au tarot. Oui. Mais non, le milieu astrologique est un peu plus hiérarchisé. Par exemple, on va dire Monsieur Ruperti, Monsieur Barbeau, Monsieur Machin, sont des grands astrologues. Ça veut pas dire forcément qu'ils sont de bons praticiens. Et c'est des gens qui ont défendu la cause de l'astrologie brillamment, qui ont apporté des explications, des confirmations. C'est pas simplement... Oui, mais quand on dit grand, ça veut dire bon. Non, ben justement non, pas en astrologie. On peut être un grand astrologue et un mauvais astrologue. On peut être un grand astrologue et ne pas être un bon praticien. Et on peut être un bon praticien et ne pas être un grand astrologue. Non, ce sont deux choses différentes. Parce que d'abord, premièrement, l'astrologie, elle a aussi besoin de gens qui l'expliquent. On peut pas être un grand physicien et pas être un bon professeur de physique. Un pédagogue, tout le monde n'est pas un pédagogue. Donc le fait d'être un bon pédagogue ou un bon praticien, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi des gens qui sont capables d'étudier, de présenter le domaine de manière intelligente et intéressante. C'est là, oui, que... Et pas le présenter seulement aux clients, mais le présenter au public. Oui, ça dépend. Personne n'est obligé d'aller vers le public, ça dépend des envies qu'on a. Non, mais une communauté, personne en particulier, mais une communauté doit être capable d'être représentée par des gens valables. Et des gens valables, c'est pas seulement des gens qui vont faire de la consultation. Si par exemple vous avez, par exemple en astrologie, on est souvent confronté à des adversaires, par exemple. Et il faut être capable de répondre, de répliquer, de justifier. Je ne sais pas si l'astrologie et le tarot est spécialement attaqué. Il est moins attaqué que l'astrologie. Parce que, pour des raisons très simples, c'est que le tarot, c'est le tarot, et puis voilà, on sait ce que c'est. Parce que l'astrologie, elle a des prétentions. Et comme elle a des prétentions, il y a des gens qui trouvent que ces prétentions, il faut les contrer. Oui.
ou être exigeant vis-à-vis d'elle. Oui, on est beaucoup plus exigeant à envisager d'un astrologue qu'un tarologue. Oui. On va essayer de le coincer, on va lui faire des critiques, des observations. Alors que le tarologue, on le laisse travailler. Oui. Il a un profil plus bas, de certaine manière. Enfin, il ne la ramène pas.